Aujourd'hui, petit déplacement tout simplement vers le Rwanda. Merci de recevoir nos deux invités pour parler de l'actualité, pour revenir sur l'histoire que beaucoup d'entre nous connaissent mal ou en tout cas avec des approximations. Nous allons reparler de cela. Merci de les recevoir avec moi. Nathalie Almada, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence sur notre plateau. Vous êtes juriste, vous êtes criminologue et vous êtes aussi chroniqueuse chez Amina Magazine, le magazine de la femme noire. Exactement. Merci pour votre présence sur le plateau et avec nous, monsieur Marcel Kabanda. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes historien, mais vous êtes aussi le président de l'association Ibuka, qui veut dire... Souviens-toi. Nous allons donc nous ressouvenir. 01 45 55 76 87 et notre adresse internet ladyvousécoute@telesud.com pour revenir sur une actualité. C'est ce qui a motivé la tenue de ce plateau. Je voudrais vous laisser le soin, Nathalie Almada, de nous parler de ce dossier qui vous amène. Alors, le dossier qui m'amène notamment, c'est la dernière actualité, notamment de la traduction devant la cour d'assises de M. Pascal Sibikangwa. Donc, ce monsieur a commis des actes relevant du crime de génocide. Et c'est en tous les cas, c'est lors de cette cour d'assises, et notamment le vendredi 14 mars, qu'il a été condamné à 25 ans de prison pour ces crimes-là. Ces crimes étant, il a participé, il a prémédité, et il a agi pour tout simplement l'éradication d'une ethnie. Et c'est à ce moment-là que la France, en tous les cas, grâce à beaucoup d'investigations, beaucoup de travail fait notamment par les parties civiles, de nombreuses associations se sont réunies pour que ce procès puisse avoir lieu en France, ce qui est exceptionnel et la première fois. La première fois, vous étiez au courant de cette actualité. Attendiez-vous le résultat qui a été donné par la justice? Nous attendions un procès depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que nous attendions qu'il y ait un procès en France. Parce que vous savez, ce procès a eu lieu, mais il y a plus de 20 dossiers qui sont en attente. Ensuite, pour prolonger un peu cette actualité, vous savez qu'avant-hier, un deuxième Rwandais accusé aussi de complicité d'actes de génocide a été arrêté et écroué. Comment s'appelle-t-il? C'est le docteur Twagira. C'est la photo que nous avions. J'avais peur que nous nous soyons trompés. Le docteur Twagira qui a exercé dans la province de Kibuye, à l'ouest du Rwanda, au bord du lac Kivu, et qui est accusé de complicité assez grave dans les actes de massacre qui ont décimé la totalité de la population Tutsi de cette région. Et alors, pendant longtemps, il a exercé à Rouen, il était là depuis 8 ans, il avait même acquis la nationalité française, pour dire. Et bien maintenant, il a été arrêté, écroué, et donc en attente de jugement. Alors, aussi, il faut dire que Pascal Sibikangwa a fait appel de cette condamnation, mais le procureur a aussi fait appel. Parce que le procureur a estimé que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et que sa responsabilité était grave pour qu'il mérite pas seulement 25 ans, mais la perpétuité. Voilà, donc, et puis alors, je disais qu'il y a d'autres procès, en attente. Il semblerait qu'il y en aurait encore 2 qui pourraient commencer d'ici 2 à 3 mois. Rwanda, depuis le génocide, voilà notre sujet aujourd'hui. Comment vous êtes-vous retrouvée avec cette affaire, Nathalie Almada? Alors, c'est vrai que moi, en tant que criminologue, je m'intéresse depuis déjà 2-3 ans au crime, et le crime dans sa largesse. Après, ce qui était intéressant et qui méritait, c'est vrai que sur le crime, en tant que juriste, ce qui paraissait quand même un peu invraisemblable, c'était le fait de ne pas traduire. On le savait par des personnes qui expliquaient, qui avaient vécu aussi le génocide, on savait qui étaient les coupables, ou en tous les cas les présumés coupables, et on ne les traduisait pas faute de preuves. Donc il y avait toute une investigation qu'on a dû mettre en place de manière à ce qu'on puisse retrouver ces personnes, qu'on puisse restituer les faits et qu'on puisse surtout les traduire devant l'organe compétent pour pouvoir le faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre quand même un focus, parce que d'autant plus qu'en tant que femme et qu'en plus d'origine africaine, il me semblait aussi intéressant, de par ma génération, parce que j'ai moins de 30 ans, qu'il y ait aussi... Cela ne se voit pas.
Merci, qu'on se souvienne des choses. C'est-à-dire que, après moi je l'aborde parce que je suis d'une autre origine et je ne suis pas rwandaise. Dites-le comme moi, ça, je suis franco-capverdienne, donc oui. Du coup il n'y a pas eu ces actes-là, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou bien heureusement, mais... On va dire pas encore. Voilà, pas encore. Et quoi qu'il en soit, il me semblait intéressant d'approfondir, de ne pas laisser... on se doit que la parole se libère, qu'on dise tout et que toutes ces personnes, je crois que beaucoup d'associations travaillent là-dessus, qu'on puisse les traduire et qu'elles répondent de leurs actes. Ce sont des actes très graves. Et quand on voit par exemple M. Sibikangwa qui pendant tout le procès nie les choses, essaye avec une argumentation mêlant beaucoup de rhétorique, se moquant des fois aussi un petit peu des personnes qu'il a en face de lui, ce n'est pas correct et ce n'est pas acceptable tout simplement. Alors, souviens-toi, voilà ce que veut dire Ibuka, le nom de l'association dont vous êtes le président. Pourquoi cette association? Cette association a été créée dès le lendemain du génocide, en 1994 déjà, parce qu'il nous semblait que ce qui s'était passé était d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne fallait pas l'oublier. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'oublier? Bon, il ne faut pas l'oublier parce que c'est la dignité de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. Mais il ne faut pas l'oublier aussi pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est aussi peut-être le sens que nous donnons à ce procès. En fait, le crime a eu lieu en Afrique. Et il y a l'idée, et c'est peut-être même pour ça que ce procès n'a pas eu lieu, il y a l'idée que ce qui se passe là-bas, c'est on se tue entre des sauvages et c'est un peu naturel, c'est un peu normal. Donc c'est important qu'il y ait un procès pour qu'on voit que ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une fatalité africaine, mais que c'est quelque chose de préparé, de programmé, avec une modernité que l'on sait. Et donc c'est important qu'on mette les noms sur les responsables et que les gens répondent de leurs actes. L'Afrique est aujourd'hui parcourue, vous savez, par des guerres, par des violences, etc. Mais si ces violences ne sont jamais dénoncées, si les auteurs de violences ne sont jamais condamnés, eh bien, nous serons toujours nous resterons dans cette histoire de violence récurrente, de guerre récurrente. Alors les femmes payent. Je suis très très content que j'en parle aujourd'hui avec 2 femmes noires d'origine africaine, parce que les femmes payent dans ces guerres, dans ces violences, dans ces crimes, un prix très élevé. Dans le procès de Sibikangwa, on l'a plus ou moins abordé, mais pas totalement. À Arusha, la question des femmes et des viols a été abordée au point qu'il a été dit à Arusha que le viol commis dans ce type de violence était un crime contre l'humanité. Ce qui est quand même quelque chose d'important. Alors nous, la mémoire, donc, nous savons, pour prolonger, vous parlez de l'actualité, nous allons bientôt célébrer la 20e commémoration. Il y aura des événements qui seront organisés à Paris, peut-être on va en parler. C'est pour vous dire à quel point cette émission est importante. Nous sommes ravis que vous ayez accepté de la faire avec nous. Alors, on sait bien qu'il s'est dit beaucoup de choses au moment où ces événements ont commencé. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore de nombreuses personnes qui ne savent pas, comme on dit dans les cours de récréation, qui a commencé. Sauf que c'est autrement plus grave que ce simple qui a commencé. Sur ce qui a commencé, qu'auriez-vous envie de dire ? J'ai envie de revenir quand même, en même temps j'ai un historien en face de moi, donc ça va être... Les 2 avis seront les bienvenus. Voilà, c'est aussi important, mais c'est beaucoup plus, à mon sens, complexe qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'il y a aussi du colonialisme précédemment, et donc il faut prendre en compte ce point de vue et aussi peut-être la culture je ne sais pas si c'est vraiment le terme le plus adéquat, des 2 ethnies qui à un moment se sont affrontées, mais dans un contexte particulier qu'il faut réellement prendre en compte. Donc le qui a commencé, je ne suis pas sûre que je... Alors parlons de ce contexte particulier justement pour que plus personne aujourd'hui, 20 ans après tout de même, ne soit à tâtons dans la compréhension des choses. Alors, oui, moi, ce que vraiment je souhaite dire, c'est que, ça a été redit tout à l'heure, c'est la préméditation de l'acte. C'est-à-dire qu'on a quand même préparé toute une partie de la population à en éradiquer à une autre. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de ce type de personnes, donc on s'organise par les moyens notamment de communication. Il y a eu la radio, on arme une partie de la population pour qu'elle puisse en affronter une autre. Donc c'est ce côté-là aussi qu'il faut bien prendre en compte et bien saisir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu deux types de personnes qui se sont affrontées. Alors, et les femmes dans tout cela, de part et d'autre d'ailleurs? Alors,
Les femmes, en effet, il y a eu le fait qu'elles ont été... il y a eu en tous les cas, de ce qu'on en comprend, elle nous rapporte des scènes de viol et de peur aussi de la descendance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui nous rapportaient aussi que personne n'a été épargné. Les enfants, les jeunes filles, toute une partie de la population, notamment la femme dans sa fonction reproductrice, qu'on a essayé aussi de dire, voilà, pour ne pas perpétuer, et ben on tue. Voilà, voilà ce qu'il en est aussi un peu pour la femme. Alors, elle nous parle de on. Qui est ce on? Vous parlez On a armé, on ceci, on cela. Parlons de on. Effectivement, le Rwanda, ce n'était pas une cour de récréation. C'est une société avec une tradition, avec une culture, avec une histoire. Absolument. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette tradition-là? Eh bien, il y a un groupe qui est étiqueté, ce sont des Hutus, qui ont l'étiquette des Hutus, on les appelle des Hutus, nous les appelons des Hutus, ils s'appellent comme ça, et d'autres qui sont étiquetés, des Tutsis, sont appelés comme ça, et il y a un troisième groupe, d'ailleurs dont on ne parle pas, qui sont des Batois, c'est constitue peut-être 1% de la population. Alors l'histoire coloniale nous apprend que, un mythe colonial, que ces groupes ils sont arrivés dans ce pays par vagues successives. D'abord ces Pygmées qui sont peu nombreux, en plus les Hutus qui sont les défricheurs, et les Tutsis. Alors les Tutsis, c'est particulier. Ils sont considérés comme n'étant pas des Noirs. Et pourquoi donc? Ils sont considérés comme étant venus du Moyen-Orient. Ils sont rattachés aux Égyptiens, aux Éthiopiens. C'est donc une question de couleur de peau aussi quelque part? Ce n'est pas une question de couleur de peau parce que malheureusement, beaucoup de Tutsis sont noirs. Heureusement aussi. donc. Heureusement, ils sont noirs, mais l'idée qui a présidé à tout cela, c'est d'abord que les Égyptiens, il fallait faire en sorte que cette culture, cette histoire, la civilisation égyptienne ne soit pas d'origine noire, parce que les Noirs ne sont pas capables de quoi que ce soit, ils sont juste bons pour l'esclavage. Puis arriver en Afrique, plus quand les Européens arrivent en Afrique centrale pendant la deuxième moitié du 19e siècle, ils trouvent une population qu'ils assimilent aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Ce sont les Tutsis. Ils vont dire, cette catégorie-là doit être une partie qui a migré ici à partir de l'Éthiopie, des Nilotiques. Voilà. Donc il est créé pendant la période coloniale une catégorie de Rwandais, mais qui est considérée comme étant d'origine étrangère, moyen-orientale, qui est appelée Hamites. Ça, c'est ce que l'histoire coloniale va nous apprendre et qui va être répété pendant la période du Rwanda indépendant. Oui. Et c'est cela, cette idée que ce sont des étrangers, qui fait que, comme ce sont des étrangers, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils partent. Ils ne sont pas chez eux, nous sommes chez nous, ils ne sont pas chez eux, ils doivent partir. Mais comme eux, ils demandent les droits, et c'est par exemple en 90, le Front patriotique rwandais, la rébellion qui attaque le Rwanda depuis l'Ouganda, elle est constituée de jeunes qui sont issus des exilés des années 60. Les premières vagues, la première crise rwandaise date des années 60, ça veut dire au moment de la décolonisation. Il y a des Tutsis qui s'enfuient vers l'Ouganda, vers le Burundi, vers la Tanzanie. Et en 64, il y en a d'autres qui sortent. 73, pareil. Et en 90, ces jeunes qui sont issus de ces exilés, qui sont des descendants de ces exilés, décident de revenir au pays, les armes à la main. Et c'est ça, alors, en même temps qu'ils décident de revenir au pays, les armes à la main, il y a à l'intérieur même du Rwanda des leaders, des intellectuels Hutus qui disent mais ce régime n'est pas démocratique. Au fond, qui ne sont pas d'accord avec l'idée que la démocratie, ça veut dire juste il y a quelqu'un qui appartient à la majorité, il est au pouvoir, donc nous sommes une démocratie. Ce qui demande l'ouverture démocratique du système. L'action combinée de la lutte des exilés, de la demande d'ouverture interne, fait que il y a une crispation du régime qui va essayer de mobiliser les Hutus à défendre un régime Hutu contre les exilés Tutsis et contre ceux qui demandent l'ouverture, parce que ceux qui demandent l'ouverture sont considérés comme des traîtres. C'est pour ça que dans le génocide, ce n'est pas un génocide commis par des Hutus contre des Tutsis, c'est un génocide commis par un groupe politique. Évidemment. Un groupe politique homogène
qui est Hutu, mais qui considère, qui prétend agir au nom de tous les Hutus. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, parce que les Hutus, il y a des Hutus qui vont mourir. Vous savez que la première personne qui meurt, c'est une femme Hutu, Agathe Uwilingiyimana, qui est Premier ministre. Elle est assassinée le 7 avril au matin, avec son mari, et affreusement assassinée. Eh bien, pourquoi elle est assassinée? Parce qu'elle est soupçonnée de pouvoir s'opposer. Parce qu'elle est assassinée au moment où elle allait passer un message de paix, de pacification à la radio. Et elle est interceptée et assassinée par la garde présidentielle. Pour qu'il n'y ait aucun, tout qui parle d'ouverture démocratique, tout qui parle de cohésion, tout qui parle d'harmonie, c'est un traître. Merci pour ces précisions qui avaient toute leur place. Alors, vous avez dit votre âge tout à l'heure. La première fois que vous entendez parler de ce génocide au Rwanda, vous souvenez-vous de l'âge que vous avez à ce moment-là? Et qu'en pensez-vous d'ailleurs? La première fois que j'en ai entendu parler, c'était au moment où j'ai fini mes études de droit, notamment un master où j'ai reçu des personnes dans le cadre du droit d'asile. Et je ne connaissais pas justement ce conflit. Enfin, j'en avais pas entendu tant parler que ça. Oui. Et je leur ai posé la question, notamment dans le cadre de la procédure d'asile. Donc pourquoi vous en êtes arrivé là? Et je me rappelle de ce mutisme. Des personnes qui avaient du mal à exprimer le pourquoi et qui, par moments, après, ça s'est éloigné, m'en avait parlé. Donc, je devais avoir 25 ans à tout casser. Et ça m'avait émue. Alors après, j'avais recherché un peu dans la littérature le pourquoi du comment et comment on avait pu en arrêter là. Mais c'est vrai que ça m'avait extrêmement choquée. Voilà, j'en avais pas peut-être parce que j'étais trop jeune au moment des faits en 94, mais ça m'avait pas spécialement marqué. Mais à ce moment-là, dans ce cadre-là, ça m'a marqué. Parce que surtout aussi, j'avais quelqu'un en face de moi qui essayait à un moment aussi de me raconter son histoire. Et là, j'avais été touchée. Oui. Nous prenons Madame à Orléans. Bonjour. Oui, bonjour Lady, bonjour à vos invités. J'ai pris l'émission de cours, donc voilà, le monsieur était en train d'expliquer l'histoire des Tutsis et des Hutus. Est-ce qu'il pourrait un peu répéter dès le départ comment se fait-il que les Tutsis pourquoi ils ont été chassés de leur pays avant et ils ont décidé de revenir, quoi. Parce que j'ai pris l'émission de cours. C'est 11h30 le direct. Alors, j'espère sur la suite de ces interventions que vous aurez la réponse à votre question. Sinon, on aura du mal à revenir à chaque fois en arrière. Que vous ont dit les femmes, notamment, avec lesquelles vous êtes rentrés en contact tant dans le cadre des demandeurs d'asile que de cette affaire sur laquelle vous vous exprimez aujourd'hui? Il y a un mot qui revenait tout le temps. C'était l'horreur. Elle me parlait d'horreur. Souvent dans les récits, bon, d'autant plus dans d'autres conflits, mais là, c'était beaucoup ponctué de silence. Elles avaient du mal à exprimer. Ou des fois, elles me demandaient, mais est-ce que tu comprends clairement de quoi je parle? Des fois, ça pouvait ne pas être clair, puisqu'on avait un peu du mal à saisir, mais elles exprimaient vraiment l'horreur. C'était terrifiant. C'est-à-dire que j'arrivais même, moi, à ressentir par moments toute la crainte, le désespoir et des fois même l'incompréhension de se dire que peut-être l'ami d'un ami ou même son voisin aurait pu participer ou a pu participer. Et c'était ça qu'elle me racontait, clairement. 20 ans plus tard, souviens-toi, est-ce que c'est facile de se souvenir? A-t-on envie de se souvenir? N'est-ce pas trop douloureux? Quelle est la posture aujourd'hui de vos compatriotes? Comme elle disait, c'est l'horreur. Et pour beaucoup, il y a beaucoup de traumatisme. Vous pouvez vous imaginer des enfants qui ont assisté à la mise à mort de leurs parents. Donc, ils vivent un traumatisme terrible. Alors, c'est donc pas facile de s'en souvenir. Mais en même temps, nous ne voulons pas l'oublier. Parce qu'il y a eu après, pourquoi vous avez reçu des demandeurs d'asile qui parlaient de l'horreur, quelque chose qui paraissait inexpliqué. Parce qu'il y a eu aussi un travail il n'y a pas eu de travail d'information véritablement sur ce qui se passait. Et après, il y a eu un travail important de désinformation. Alors nous, quand nous disons que c'est pour nous souvenir, ce n'est pas juste pour garder la mémoire, c'est aussi pour travailler un peu à articuler cette histoire-là, à l'éclairer, à nous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est l'horreur? C'est l'horreur parce que la personne, tout à coup, il va chercher asile chez le voisin qu'il connaissait, qui le rejette. Ou bien une femme qui est mariée, une femme Hutu qui est mariée à un Tutsi,
qui assiste à la mise à mort de son mari, qui se réfugie dans sa propre famille, et celle-ci met à mort ses enfants. Donc il y a quelque chose de terrible, d'incompréhensible. Et notre travail, ce n'est pas juste de garder ces événements en mémoire, c'est aussi de travailler à les éclairer. Nous prenons monsieur à Nogent-sur-Marne. Bonjour. Oui, bonjour Madame Lydie. Je vous appelle concernant l'émission qui se passe actuellement à la télévision. Oui, bonjour Madame. Nous vous écoutons, monsieur. Je voudrais juste rappeler au monsieur qui, bon, d'après ses dires, il prétend que les Tutsis viennent d'Égypte. Mais Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, il est Tutsi. Mais il ne se prend pas pour un Africain, ce monsieur. Il se prétend même être juif. Il ne faut pas tourner autour de Paul ou tout le machin, les Tutsis, et même ils ne se considèrent pas africains. Ils ont la peau noire, ceux qui mettent les cheveux un peu machin, ils cherchent de l'origine ailleurs. Ça n'a rien à voir. Quand ils massacrent à l'est du Congo, parce qu'ils ne se prétendent pas qu'ils sont africains. Là, c'est une réalité, c'est une comédie que les Tutsis font. Paul Kagame lui-même, il se prend pour un juif. Il a traité président d'abord, mais qui est africain. Voilà la comédie, Madame Lydie. Monsieur, que lui répondez-vous? Qu'est-ce que je réponds? Je réponds que je n'ai jamais dit que les Tutsis venaient de l'Égypte. C'est justement le mythe. C'est un mythe du Tutsi, un mythe. Et c'est clair dans ce qu'il dit là, ça montre que 20 ans après, ce mythe n'est pas déconstruit. Et jamais Paul Kagame n'a dit qu'il était juif. Mais c'est vrai qu'on voit apparaître sur des sites internet, notamment, qui sont animés par certains Congolais et qui voient dans le mouvement dans Kagame ou dans le Rwanda ou dans les Tutsis des juifs. C'est un mythe. Les Tutsis ne sont pas des mythes, ce sont des Africains comme les autres. Alors, quand on parle de cette réalité aujourd'hui, c'est une histoire et l'historien est là, c'est vrai, mais elle est suffisamment contemporaine pour que tout le monde puisse se l'approprier. La génération, sensiblement la vôtre, depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, avez-vous été en contact avec des Rwandais, des Rwandaises qui sont pratiquement comme beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette histoire qui quand même leur appartient? Alors, je pense qu'autour des événements et de la commémoration, déjà, ça va permettre d'instruire et de revenir sur ces événements-là, et une partie de la jeune population va, en tous les cas, j'espère, en prendre conscience. Après, pour avoir fait 6 semaines de procès en cour d'assises et d'avoir suivi tous les débats, j'ai rencontré pas mal de jeunes gens de mon âge, des universités. Ça a beaucoup été diffusé, c'est-à-dire que, notamment, nous, pour le milieu du juriste que je connais particulièrement, ça nous a vraiment interpellés. Non seulement il y avait la curiosité des débats avec toute la technicité juridique, mais il y a aussi le sentiment finalement de la jeune africaine, du jeune africain juriste qui va être intéressé parce qu'il se sent interpellé par quelque chose qui vient de son continent. Donc il va aller chercher et il va essayer de s'instruire pour peut-être lui aussi être un relais. Voilà. Moi, c'était en tous les cas mon engagement premier. C'est-à-dire sur plusieurs thématiques, je vais essayer d'être un relais pour pas qu'on oublie, pour qu'on comprenne et que surtout on essaye de diffuser l'information la plus juste possible. Alors, M. Kabanda expliquait tout à l'heure la situation des femmes par le jeu des alliances mariées à l'ethnie d'en face. Le mari décède, on court se réfugier chez soi. Là aussi, on est mal reçu. Quelle compréhension ou plutôt quelle perception avez-vous finalement de la femme au cœur des conflits armés en général et de celui-là en particulier ? Alors, la femme au cœur des conflits armés, c'est une question extrêmement vaste et intéressante. Déjà, c'est souvent elle qui est le premier qui paye finalement, qui est la cible de la répression la plus rapide. Souvent, en tous les cas, femmes et enfants. Alors que des fois, on a tendance à se dire, non, ce sont des femmes ou des enfants, on ne va peut-être pas y toucher, alors que ce n'est pas forcément ça qui se passe. Après, au-delà de ça, moi, dans le peu, pour l'instant, de témoignages que j'ai eu aussi venant de femmes, il y a un mélange de traumatisme, de violence physique et morale, des personnes qui ont vraiment du mal à se reconstruire, qui pour déjà, rien que de pouvoir en parler, on sent que c'est déjà pas forcément évident et qu'il va y avoir tout un travail peut-être à amener de groupes de femmes, peut-être de groupes de parole de femmes pour essayer d'en parler, puis après de guérir aussi et d'essayer de pallier à ce traumatisme-là qui est peut-être le traumatisme d'une vie, clairement.
On verra quelques photos, cartes précisément tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas afin de situer. Mais là aussi, la question au féminin, la trame féminine de ce drame, comment la déclinez-vous? Oui, mais il faut revenir à cette question de la femme parce que bon, je pense que les pays africains se sont peuplés d'une certaine... Ils ont une certaine histoire. Il y a peut-être différents groupes qui se sont rencontrés, qui se sont croisés fatalement au Rwanda également. Mais ces groupes, avec le temps, se sont mélangés et la preuve qu'au Rwanda, ils se sont mélangés, c'est qu'ils ont fini par parler une même langue, avoir une même culture et ne pas avoir une région qui appartient aux Tutsis et une autre qui appartiendrait aux Hutus. Ils sont totalement mélangés. Et le mélange se fait notamment par la femme, qui peut, qu'un Hutu peut épouser une femme Tutsi et vice-versa. Mais l'idée du racisme, donc, ce qui est particulier à la crise rwandaise, c'est le racisme. C'est-à-dire que la biologie... Tribalisme ou racisme? C'est un tribalisme, mais qui est véritablement biologisé. Oui. C'est de la biologie qu'on parle. Parce qu'on va pouvoir distinguer, au début des années 90, il y a un journal qui apparaît et qui publie les 10 commandements des Bahutu. Ce qui est interdit, c'est d'épouser les femmes Tutsi. Parce qu'on dit, l'enfant né d'une femme Tutsi porte dans ses gènes du sang. On est véritablement dans la biologie. Ce qui fait que même quand il est né d'une femme qui est Hutu, on ne va pas protéger cet enfant. Il porte les germes. On ne sait jamais. Oui, il est de la race 2. Oui. On est véritablement dans le racisme. Et si la femme Tutsi a été aussi touchée, aussi profondément, marquée, c'est aussi parce qu'elle a été considérée comme celle qui fait le lien. Il fallait couper ce lien. Et comme la coupable quelquefois, non? Comme la coupable, parce qu'il lui est reproché pas de faire le lien, en fait, il lui est reproché de ne pas aimer. On dit qu'il épouse un homme Hutu, mais c'est pour l'espionner. C'est pour l'espionnage. Ouais. Et donc, elle est considérée véritablement comme la coupable, comme l'espionne, comme le cheval de Troie. Le cheval de Troie que les Tutsis mettent dans les familles, dans les ménages des hommes Hutus pour pouvoir les affaiblir, les empêcher de faire la guerre, leur enlever la combativité et puis transmettre les secrets à la communauté des Tutsis. Mais alors, ce qu'il faudrait aussi dire, c'est que la femme, c'est vrai qu'elle est très affectée, mais au lendemain du génocide, elle joue un rôle important, la femme. Dans la reconstruction, les associations de femmes rwandaises ont joué un rôle considérable. Ce sont elles qui ont recueilli des orphelins, dans la plupart des cas. Et ils ont, sans distinction d'origine. Sans distinction. Et ce sont elles qui ont aussi initié des actions de développement et des actions de reconstruction. Et puis essayer de reconstruire d'autres femmes, celles qui avaient plus d'énergie, essayer de travailler avec celles qui étaient plus affaiblies, parce qu'il y en a qui sont affaiblies soit par la maladie, celles qui ont été contaminées par le virus du sida sont dans une situation physique très fragile, très précaires, mais celles qui le sont moins ont travaillé à aider les autres, à les soutenir. Vous qui êtes donc chroniqueuse pour le magazine Amina, le magazine de la femme noire, je rappelle comment est-ce que justement la diaspora des femmes, la diaspora féminine rwandaise apparaît dans cette actualité? Est-elle prise en compte? Avez-vous prévu de rédiger un papier particulier? On parle beaucoup de l'exemple du Rwanda quand on parle de parité, par exemple. Il y a aussi de ça. Alors, il y a un projet de papier, en effet, qui va mettre un petit focus sur les femmes rwandaises. Après, moi, j'en ai rencontré une exceptionnelle qui est d'Afrosa Gauthier, qui a peut-être fait que je continue, en tous les cas, peut-être malgré moi, je ne sais pas, ou en tous les cas, à continuer dans ce désir d'informer, en tous les cas, sur cette question-là, en particulier sur les femmes, puisqu'elle a mené un combat admirable, en tous les cas, je pense, pour ceux qui la connaissent, sur tout ce sujet-là. Après, c'est vrai que on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre ou de lire des papiers sur ces sujets-là, et ça va être l'occasion de vraiment travailler et de voir
il y a le génocide, ok, mais il y a aussi d'autres choses. Et comme vous dites, les ordres de la parité, il y a aussi des femmes, d'autres que j'ai pu rencontrer là ces derniers temps, qui m'ont expliqué comment justement elles essayaient d'avancer, que ce soit par la culture, la vente de bijoux, très ethnique. Elles essayent aussi de participer, de contribuer au développement. Et finalement, ce ne sont pas des femmes laissées pour compte. Au contraire, ce sont des grandes battantes. Et je pense qu'il faut... Aujourd'hui, je me permettrai de les saluer. Des grandes battantes. Donc, pour sortir du Rwanda, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'actualité africaine par le prisme de la situation des femmes victimes de viols dans les pays en guerre? Il y a la situation de la République démocratique du Congo, il y a récemment la République centrafricaine et d'autres qu'on oublie. Il y a eu la Côte d'Ivoire entre deux. Le sort des femmes à l'aune de ce vécu-là, comment percevez-vous les choses? Alors, c'est vrai que les femmes rwandaises sont apparues comme étant battantes au lendemain du génocide. Le travail d'Afros Gauthier est considérable. Et d'autres femmes ont aussi travaillé, notamment à écrire. Et on a vu des femmes qui se sont mises à écrire des témoignages, comme Estelle Mojawayo, comme Yoram Kagasana, etc. Et alors, cette question des viols, qui est devenue une arme, c'est une arme de guerre. Ça, on le voit bien au Congo. On le voit bien dans l'est du Congo, et le viol est utilisé comme une arme. Il est utilisé comme une arme c'est une façon de terroriser les populations. Et véritablement, c'est une arme qui aide à la purification, au nettoyage ethnique. Dès lors que la femme est agressée dans son intime, dans sa féminité, les femmes prennent peur, partent avec les enfants, et les hommes suivent. C'est une arme véritablement de nettoyage ethnique qui est utilisée comme telle. Dans la République centrafricaine, je ne sais pas s'il y a des cas de viol, alors on entend dire que oui. On entend dire que oui. Donc ça veut dire que ça se répand. Alors du coup, on peut se poser la question de la femme africaine, parce que nous avions, dans notre façon de nous regarder, en tout cas de considérer, la manière dont nous considérons notre culture, c'est que nous respectons les femmes comme étant nos mères. On en est bien loin aujourd'hui. On en est très, très loin. Il y a là quelque chose à interroger. Quelle est la place de la femme dans le regard des Africains? Et les femmes, elles ont joué un grand rôle, mais en fait, elles sont... finalement, elles deviennent des objets, des armes, des cibles. On en est véritablement bien loin. Il faudrait Alors, allons-y franchement, personne ne nous écoute. Hein. Quel est l'avis de l'historien et l'avis de l'homme, d'ailleurs, de cette dépréciation de la femme, du statut de la femme dans le psychisme de l'homme africain en général? Alors, je n'ai pas de... Peut-être il faudrait quelqu'un d'une autre spécialité qu'un historien, mais peut-être que c'est lié. La vie de l'homme, peut-être que c'est lié finalement, peut-être qu'il y a une... Peut-être chez nous, finalement, c'est pas le sexe fort, mais c'est peut-être le sexe fort qui est frustré et que la femme africaine, peut-être qu'elle nous fait peur finalement, et que c'est elle que nous combattons. Peut-être que c'est notre façon d'exercer le pouvoir, de continuer à exercer le pouvoir, peut-être c'est de combattre la femme africaine. Vous avez l'air d'accord avec ce peut-être que. Je vous ai vu acquiescer dans vos dossiers de criminologie. Y a-t-il eu d'autres cas que vous avez suivis de près ou de loin, que ce soit dans le cas des violences faites aux femmes, au sens large, ou là, sur d'autres dossiers identiques? Pas spécialement, mais après, c'est vrai que la place de la femme, actuellement, fait peur. C'est-à-dire que qui est très engagé sur des questions, sur des thématiques comme l'excision, on a l'impression que on recule. Et c'est inquiétant. Il y a un vrai recul. Ouais. C'est inquiétant. C'est-à-dire que même les jeunes hommes, c'est-à-dire que quand on les interroge sur la femme, des fois, on a l'impression qu'on est une femme objet. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a l'égalité. C'est-à-dire qu'en tant que femme, j'ai le droit à l'instruction, j'ai le droit de conduire, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit d'avoir mon opinion, et que tout ça n'est pas chaperonné sous l'autorité d'un homme. Et par moments, moi qui côtoie des jeunes hommes, j'ai l'impression que c'est pas forcément de l'acquis, qu'il faut encore que je me batte pour ça. Et pourtant, ils sont dans un contexte qui n'est pas initialement traditionnel. À quoi pensez-vous que cela soit dû? Alors,
J'ai l'impression qu'aussi il y a peut-être un moulage dès le jeune âge, peut-être de certains jeunes hommes, où on leur explique peut-être qu'il y a le caractère un peu plus libertaire chez l'homme, il a le droit il a des petits privilèges, et que la femme, elle est cantonnée à un certain rôle. Mais c'est pas une généralité aussi. Mais quand même, on peut remarquer qu'il y a un recul. C'est-à-dire qu'en tant que jeune femme, il y a des moments où on doit se battre pour faire respecter nos droits en France, ou même d'ailleurs dans d'autres pays, et qu'on a déjà, même quand on est dans des pays comme le nôtre, on a de la chance, et quand on est ailleurs, on se rend compte finalement, en tout cas, moi j'arrive à faire une projection très, très visuelle de ce que ça peut être l'interdit ailleurs, et que ça peut bloquer, ça peut être quelque chose vécu vraiment comme une souffrance et une douleur terrible, et que quand on n'a pas les armes pour finalement revendiquer ses droits, ça devient compliqué, et qu'être une femme partout, c'est pas évident. Voilà. Vous avez évoqué la santé reproductive, l'appareil reproductif des femmes qui est donc pris en otage par les belligérants. Je voudrais rappeler, vous l'avez dit d'ailleurs, que vous êtes engagé aussi sur la lutte contre l'excision. Alors ce passage par l'intimité absolument pendant la guerre, mais là pour l'excision en dehors des situations de guerre, par l'intimité de la femme, cette mainmise sur l'appareil génital de la femme, comment décryptez-vous cela ? C'est un rapport finalement où on essaye d'empêcher le plaisir. Par exemple, dans le cadre de l'excision, on nous explique que, ah bah oui, non mais attendez, exciser, c'est aussi empêcher que la femme soit infidèle. C'est aussi, dans certaines sociétés, comment on va faire si ma fille n'est pas excisée. Donc on légitime l'acte par plein d'arguments. Et finalement, des arguments qui par moments ont trouvé dépassés ne le sont pas tant que ça. On a deux finalement types d'arguments. On a le jeune homme qui va nous dire non, une femme excisée, c'est oh là là, c'est de la souffrance, c'est pas agréable, non, ça on veut pas en entendre parler. Et puis on a d'autres types d'arguments qui nous disent ouais, mais attendez, comment on fait si on n'a plus de femmes excisées? Donc par moment on se dit voilà, c'est pas admissible. Et qu'il s'agit déjà de faire comprendre de manière très pédagogique à ces personnes, mais vous savez ce que c'est d'être excisé, c'est-à-dire leur montrer des images, et puis la souffrance qu'endure la femme après l'excision, qui est complètement perpétuelle. Voilà. On commencera par pendant. Voilà, pendant, et même encore après, ou même avant, parce qu'il y a une sorte de rite initiatique où on nous prépare. Bon là, pour l'instant, on n'est pas forcément dans la douleur. Après, quand on est dedans, on est dans la douleur, et cette douleur ne s'éteint pas. C'est-à-dire qu'au moment où on accouche, ça devient encore plus compliqué. La toilette quotidienne, pour certaines, c'est compliqué. Les rapports sexuels, c'est aussi compliqué. Donc on sent le traumatisme tout le temps, chez ces femmes-là. Alors, quelle démarche l'association a-t-elle? On entend de sauvegarder la mémoire, mais est-ce que dans le cadre de l'association, vous allez toucher des points précis comme celui-là ou d'autres encore sur la réalité de la réalité? Parce que finalement, ça risquerait de rester très générique. Sauver la mémoire, c'est bien. Mais les bonnes femmes, finalement, ont d'autres réalités, autrement plus, et qu'elles vivent avec encore plus d'acuité au quotidien. Celles-ci ou d'autres encore. Bon, nous n'avons pas une action spécifique sur la femme, d'autant que la femme rwandaise n'est pas excisée. Bon, heureusement, la femme rwandaise n'est pas, mais la violence, par contre, elle peut la toucher. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est d'empêcher justement la violence qui peut toucher aussi bien l'homme que la femme. Pas de manière. Elle ne fait pas la distinction entre l'homme et la femme, sauf que quand elle touche la femme, elle la touche de façon beaucoup plus... qui dérange énormément. Mais notre combat, c'est pour éclairer les Rwandais sur ce qui les divise. Justement, contrairement à ce que disait le monsieur, nous ne sommes pas des Juifs d'Afrique, nous sommes des Rwandais. Et les Rwandais, et éclairer aussi les gens sur le fait que aujourd'hui, ce procès peut éclairer l'intérêt du procès. C'est le regard qui permet de jeter sur la société et qui est concernée. Nous avons vu parmi les témoins aussi bien des Hutus que des Tutsis. Donc dire que ce n'est pas un conflit entre les Hutus et les Tutsis, encore une fois. Ça, c'est important de le dire parce que les enfants de Hutus qui sont nés qui sont nés après 1994 n'ont pas à se sentir coupables du crime qui a été commis, soi-disant à leur nom. C'est-à-dire il faut quand même, et il faut qu'il y ait un procès, parce que le procès permet de dire qui a commis le crime et pourquoi il l'a fait. Et ça permet aussi de ne pas jeter le discrédit sur l'ensemble de la communauté. Notre travail, c'est celui-là.
Pourquoi le procès aujourd'hui seulement, 20 ans après, finalement? Parce que la justice est longue, lente. Et de toute façon, il a fallu faire des investigations et en plus de retrouver aussi ce monsieur Pascal Sibi-Kangwa qui, au final, on savait où clairement il était. On savait où il était, pourquoi mettons 20 ans à le retrouver? Je pense que c'est ici en France que la justice elle a mis 20 ans pour commencer le travail. Mais vous savez bien qu'ailleurs, elle a été mise en branle tout de suite. Il y a eu des procès au tribunal pénal international, un tribunal qui a été institué par les Nations Unies et qui travaille à Arusha en Tanzanie. D'ailleurs, c'est très dommage que j'ai parfois été à ces assises et j'ai vu et je vois aussi ce qui s'écrit, je vois que les Africains ne portent pas d'intérêt aux travaux de ce tribunal. Alors que du point de vue du droit, du point de vue de l'éthique, pour les sociétés africaines, c'est important. Et donc, il y a eu aussi des procès en Belgique qui ont été faits il y a longtemps. Mais en France, il y avait un problème politique. Parlons-en. Je vous ai dit que personne ne nous écoutait. Personne ne nous écoute. On ne va tout de même pas finir l'émission là-dessus sans... C'est bien dommage. Parce que... non, vous savez que la France, en 1990, elle a décidé d'apporter son appui au régime du président Habyarimana de l'époque, celui-là même qui a été tué le 6 décembre 1994. Donc il y a eu un appui militaire, il y a un appui politique, il y avait des militaires français au Rwanda. Le on de tout à l'heure qu'elle évoquait, était-ce ce on-là? Je ne me souviens pas très bien, donc je ne répondrai pas. On a armé des gens, on a poussé ceci. Qui était ce on? En tout cas, c'est le gouvernement rwandais avec ses amis de la France. Oui. Et donc, y a-t-il un lien donc entre ce point que vous venez d'évoquer et le fait que 20 ans après seulement, on soit enfin en train de faire ces procès? Il y avait un malaise en France. Il y a toujours un malaise en France par rapport à ce génocide. Alors, on va revenir sur le malaise, le temps d'écouter monsieur au téléphone de la Défense. Bonjour. Oui, bonjour Lélie. Je salue vos invités. Oui, je vais toujours proposer des solutions pour la sortie de la crise du continent africain. Quand on regarde la guerre du Rwanda, le monsieur que vous avez sur le plateau, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose pour le continent africain qui est totalement en guerre? Moi, j'ai toujours proposé ma solution de mettre l'Afrique sous tutelle et faire venir l'Occident pour nous gérer pendant 20 ans et puis obtenir notre indépendance économique. Les Africains ne sont pas d'accord avec moi. À votre niveau, qu'est-ce que le monsieur propose aujourd'hui pour que la crise africaine s'arrête un coup? Je vous remercie. Merci pour votre question. Alors, avant que de répondre à cela, on était sur la France. L'avez-vous touché du doigt ce malaise qu'évoque monsieur quant à la juridiction française sur la question du Rwanda? Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a un vrai malaise en France par rapport à ce sujet-là, clairement, qu'on essaye un peu de contenter un peu tout le monde, mais sans trop se mouiller. Donc c'est un petit peu, en tous les cas, mon avis personnel sur la question. C'est vrai qu'on pourrait, le gouvernement français pourrait à un moment mettre les choses sur la table, expliquer, on n'est pas encore là. Mais pour moi, c'est une observation que j'ai faite tout le long du procès. Voilà, totalement. C'était au-dessus, quoi. Ça planait, on ne met pas les pieds dans le plat, mais ça plane au-dessus. Voilà, il y a eu un rapport de la mission parlementaire. Une mission parlementaire a été instituée en 1998, qui était dirigée par Porquiles. Et d'ailleurs, le rapport porte son nom, ça s'appelle le rapport Porquiles. Alors, le rapport était de voir le rôle de la communauté internationale dans la tragédie rwandaise. Ça s'appelait la tragédie. Ça s'appelait pas le génocide. La tragédie, la tragédie grecque étant quelque chose qu'on ne peut pas. On ne peut pas prévenir, on ne peut rien faire. C'est une fatalité. Alors que le génocide... Le génocide, c'est une décision. Une action orchestrée. C'est une décision, c'est délibéré. Et on peut suivre, et on peut le prévenir, et on peut l'arrêter. Oui. Ce qu'on ne peut pas faire s'agissant de la tragédie. Et donc, mais l'intérêt de ce rapport, qui a d'ailleurs montré, qui a fait ressortir un certain nombre de documents, de télégrammes diplomatiques, etc., au fond, il parle d'un aveuglement français, du gouvernement français, des gouvernements successifs qui ont géré ce dossier. D'un aveuglement, qu'ils auraient été aveugles, qu'ils ont
pas fait attention, qu'ils ont... Ils ont été aveuglés ou ils ont été aveugles Alors, non, ils ont été aveugles. Alors, après, c'est... Ou ils ont voulu être aveugles. Après, c'est savoir si c'est un aveuglement volontaire ou un aveuglement subi. Alors, il y a peut-être les deux. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce rapport lui-même, il montre bien l'origine du malaise. L'origine du malaise, c'est savoir, nous avons été pendant 4 ans aux côtés d'un régime et d'une armée qui a planifié et exécuté un génocide. Quel est notre part de responsabilité? Quelle est notre part de responsabilité? On parle du procès Simbikangwa, de la personne qui a été arrêtée dernièrement, mais comment ça se fait qu'il y ait autant d'hommes soupçonnés de complicité de génocide sur le sol français? Ils sont arrivés comment? Vous savez, la France n'est pas un passoire, c'est pas... On n'entre pas... Non, n'entre pas qui veut, ne s'installe pas qui veut. Vous savez ce qu'on fait avec des Roms qui sont des Européens. Vous savez ce qu'on a fait des immigrés africains qui ne demandent qu'à travailler. Ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui travaillent. Alors on se demande pourquoi ces personnalités rwandaises soupçonnées de crimes aussi graves ont pu pénétrer sur le sol français et obtenir d'ailleurs des statuts de réfugiés, alors que le statut de réfugié, la condition de l'obtenir, c'est de ne pas être soupçonné de complicité dans un crime contre l'humanité, justement, ils l'ont obtenu. Il y a quand même quelque chose qui est un peu... qu'il faut interroger. Pour le moins ambigu. Monsieur à Nantes, pardon pour l'attente, c'est à vous, bonjour. Oui, bonjour Lady, je salue vos invités. Moi, je voulais réagir... Allô? Oui, allez-y, je vous prie. Oui, donc moi, je voulais réagir sur ce que vient de dire Nathalie sur l'excision des femmes africaines. Moi, je pense que c'est une partie du racisme, de la discrimination entre nous déjà africains et aussi nos soi-disant vieux sages africains qui se disent oui pour empêcher l'infidélité des femmes, donc c'est la solution c'est d'exciser ces femmes. Moi je pense surtout c'est l'inconscience et la manque de responsabilité de ces hommes africains qui ne sont pas capables de tenir la cadence soi-disant avec leurs femmes intimement, je vais dire, donc peut-être pour eux de trouver la solution, c'est d'exciser ces femmes et de les garder auprès d'eux, c'est-à-dire ces femmes-là ne ressentent aucun besoin, aucun plaisir quand eux ils en ont besoin, donc ils viennent vers ces femmes. Mais moi je pense surtout, voilà, le racisme c'est déjà chez nous d'abord en Afrique, nous les Africains entre nous déjà on est racistes. Merci donc, monsieur. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ce rapport de force, ce rapport de pouvoir et cette volonté de pallier à un manque de cadence, comme il le dit de manière... Alors, je ne me permettrai pas de le qualifier ainsi, mais il n'y a pas je lui donne raison sur certaines choses. C'est-à-dire qu'en effet, peut-être parce que... Voilà, c'est une manière aussi de... Vous n'êtes pas complètement d'accord. Alors, une manière de gérer les rapports de force, des rapports de pouvoir entre l'homme et la femme. Mais Kaïmé, il y a la question du monsieur sur quelles seraient les solutions. Et oui, on va terminer dessus. Maintenant ou plus tard? Maintenant. Alors, je voudrais bien, je la remercie pour sa volonté ou son engagement à trouver des solutions, parce qu'il faut effectivement que nous trouvions des solutions. L'Afrique est en guerre, ça c'est clair. Mais la mise sous tutelle de l'Afrique n'est pas une solution que je serais prêt à préconiser. Je pense que l'Afrique a aussi des capacités, des intellectuels, des hommes et des femmes qui sont capables de prendre l'Afrique en charge s'ils le veulent. Et si on la remet sous tutelle, elle a été déjà pendant... Ne l'est-elle pas déjà? Et elle est plus ou moins, mais la remettre sous tutelle de manière officielle, de façon... Mais ça ne fait que reporter à plus tard les problèmes. On ne va pas... Ce n'est pas la tutelle qui va nous changer, c'est nous-mêmes qui devrions nous changer. Alors, sur la question de monsieur, quant à la mise sous tutelle de l'Afrique et des solutions apportées au continent? Je dirais en effet, on n'a pas besoin, à mon sens, de cette mise sous tutelle, mais qu'en effet, que peut-être
je vais revenir sur cette histoire de nouvelles générations qui des fois quittent l'Afrique, reviennent dessus, oui. Reviennent pour des fois aussi peut-être construire ce qu'on a laissé ou essayer de rapporter, de mettre notre pierre à l'édifice avec des nouvelles façons de voir les choses, de s'impliquer peut-être là où sont nos racines et peut-être que des fois on les a peut-être par des mouvements autres quittés. En tous les cas, je pense qu'il y a peut-être des pistes de réflexion là-dessus, en effet, à essayer de construire entre nous ou avec d'autres, mais essayer de construire et pas de la mise sous tutelle, ça me dérange un peu quand même. Dernier point rapidement, si les femmes sont nombreuses à l'Assemblée nationale au Rwanda, c'est parce que les hommes rwandais sont très gentils pour les accepter, plus qu'ailleurs, ou est-ce que c'est une question qui s'est faite ainsi car il y avait un peu moins d'hommes à un moment? Non, c'est pas parce qu'il y a moins d'hommes, c'est pas parce qu'il y a eu moins d'hommes à un moment, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui ont changé après le génocide. Il y a eu notamment la question du statut de la femme. Depuis le lendemain du génocide, par exemple, a été décidé que la femme peut hériter, ce qui n'était pas le cas avant. La femme n'avait pas droit à l'héritage dans la maison de son père. La femme appartenait désormais à son mari, ne pouvait vivre que de ce que son mari lui donne. Mais maintenant, pouvait-elle hériter de son mari? Non, elle pouvait en bénéficier. C'est avoir un droit, mais ce n'était pas sa propriété. Donc, dire que la femme peut hériter, peut avoir droit à l'héritage de son père, c'est une nouveauté. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a il y a aussi beaucoup de veuves? Oui, c'était cela ma question, en fait. Voilà, il y a eu un peu comme l'effort de guerre. Des femmes au front, parce que numériquement, il y a moins d'hommes. Non, c'est pas qu'elles ont été au front, c'est que beaucoup d'hommes ont été tués. Ce ne sont pas des femmes qui sont restées derrière pendant que les hommes étaient partis en guerre. Ça s'est fait juste comme ça. Les hommes ont été tués, les femmes sont restées. Et donc, comme il y avait autant de veuves que ça, et qui en plus s'impliquaient dans la société. J'ai parlé tout à l'heure de ce qu'elle faisait pour témoigner de ces femmes qui écrivent, de Dafos Gauthier, ce travail qu'elle fait dans le domaine de la justice. En fait, les femmes sont sorties de la maison et sont allées sur la place publique, elles ont parlé. Donc, elles ont pris les choses en main. Elles ont pris les choses en main, donc on les voit. Donc, la société a pris acte, je pense que le Rwanda a pris acte de ce qui se passait sur la place publique. On ne peut pas les museler indéfiniment, quand bien même on les utilise comme armes de guerre. Les femmes renaissent de leurs cendres comme les sphinx. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de participer à cette émission tous les deux. Très bonne continuation dans ce que vous faites chacun. Merci à nos téléspectateurs partout dans le monde et rendez-vous dans notre programme de demain.